Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième temps de cette journée de l'Institut Convergence Migration, aujourd'hui consacrée donc aux migrations et au changement climatique. J'ai l'honneur d'animer cette petite table ronde d'une heure qui commence maintenant avec deux intervenants et malheureusement pas trois. Puisque Luc Combresi, qui était géographe et qui était censé participer à cette table ronde, a dû malheureusement se faire porter pâle pour raison de santé. Donc nous sommes avec deux intervenants. Jacques Véron, qui est démographe, ancien chercheur à l'INED, et Marine Denis, qui est sur le point de soutenir une thèse en droit public, sur la question effectivement du cadre juridique tel qu'on l'applique, enfin tel qu'il pourrait s'appliquer aux migrations, tel qu'il s'applique et pourrait s'appliquer aux migrations environnementales. Donc merci beaucoup pour être là. On va essayer d'avoir un débat à la fois entre vous, entre nous et avec la salle, le tout dans une heure. Donc effectivement, je vais essayer d'animer cette table ronde et de jeter un certain nombre d'éclairages sur cette question des politiques migratoires à l'épreuve du changement climatique. Alors on a eu la chance d'avoir une très belle introduction ce matin de François Gémen, qui a posé le débat et a dit beaucoup de choses absolument essentielles. Il a notamment rappelé que c'est un débat ancien, c'est un débat paradoxal puisqu'il est à la fois ancien, il date des années 90, et en même temps obsédé par l'avenir, puisqu'on ne cesse de parler de ce qu'il va se passer. Donc il y a une forme, disons, de tension temporelle dans ce débat qui est très forte. Et comme le rappelait François, c'est essentiellement des militants et des chercheurs du climat qui ont agité cet épouvantail des migrations climatiques. Mais je pense qu'effectivement, il faut, j'étais entièrement d'accord avec François lorsqu'il disait qu'il fallait ancrer cette thématique-là dans les questions migratoires. Il faut d'une certaine manière reconnecter cette question des migrations climatiques au débat sur les migrations de façon plus générale. Par exemple, effectivement, le débat depuis une trentaine d'années est beaucoup axé sur un fossé qu'on a déjà constaté ce matin, entre d'un côté les perceptions et les usages politiques de cette question des migrations environnementales, et de l'autre le résultat des recherches qui sont beaucoup plus nuancés, comme on a pu le rappeler. Mais j'aurais tendance à dire que ce fossé existe pour l'ensemble de la question migratoire. Il est très loin d'être spécifique aux questions des migrations environnementales. Et donc, effectivement, on est dans une situation où on doit à la fois, d'une certaine manière, appréhender un cas spécifique de migration, et en même temps, l'objectif de notre table ronde ce matin est donc créer cet enjeu spécifique dans les politiques actuelles, puisque, évidemment, on peut se poser des questions. Quel genre de politique migratoire faudrait-il pour bien gérer les migrants et les réfugiés du climat? Mais évidemment, il faut quand même rappeler que les politiques migratoires actuellement déjà dysfonctionnent. Donc, effectivement, se poser la question des politiques migratoires futures, alors que celles actuelles dysfonctionnent, et créer une espèce de paradoxe, créer une espèce de tension qui ne favorise pas effectivement des débats sereins et fructueux. Par ailleurs, je pense qu'aussi on doit ancrer ce débat dans l'histoire, non pas seulement l'histoire du débat lui-même, mais l'histoire de cette manière, de la manière dont on perçoit le climat et dans son rapport aux politiques. Je me souviens qu'il y a fort longtemps, dans les années 90, tout le monde parlait beaucoup, notamment des travaux d'Amartya Sen, quand il avait reçu le prix Nobel à la fin des années 90, qui disait grosso modo, les famines, c'est politique. Les famines, c'est pas du tout un événement climatique ou environnemental, c'est un événement qui survient parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'il n'y a pas de presse libre, et parce que concrètement, les gouvernements sont donc trop corrompus ou inaptes à bien gérer ce genre de situation. Aujourd'hui, on a parfois le phénomène inverse, et je sais que Luc Combresi, qui aurait voulu être là ce matin mais qui n'a pas pu, nous a envoyé un texte et il aurait souhaité insister là-dessus. On a un phénomène inverse qui consiste à voir certains événements et à les rattacher systématiquement à la question environnementale, au point que même, par exemple, le conflit en Syrie a été jugé par certains, à tort si j'ai bien compris, mais je ne suis pas un expert, comme le résultat de tensions environnementales ou climatiques. Donc on a une espèce de cycle comme ça. Des événements qui apparaissent naturels peuvent être politiques, des événements qui apparaissent politiques peuvent être requalifiés de naturels au sens de climatique ou d'environnemental. Donc évidemment, ça crée une situation assez compliquée. Et on a la chance d'avoir deux intervenants vers lesquels je me tourne maintenant. Deux intervenants qui ont des perspectives très différentes, démographiques d'une part, juridiques de l'autre, et si je peux me permettre, qui aussi incarnent des générations différentes de la recherche, avec plus ou moins de recul sur les décennies qu'on a de travaux derrière nous sur la question-là. Donc, je voulais vous demander, Jacques Véron, si effectivement vous pouviez d'une certaine manière nous donner un peu d'une perspective, disons, large
en tant que démographe sur cette question-là, avec le recul qui est peut-être nécessaire pour contextualiser, situer cette question des migrations et du changement climatique. Merci Antoine. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le poids du nombre, parce qu'au fond, on cite très souvent des nombres. Il y a eu le rapport Grunswell, par exemple, qui parlait de 148 millions de migrants à l'horizon 2050 pour seulement 3 régions du monde. Dans les médias, aimant beaucoup les chiffres, aimant certains chiffres catastrophistes, véhiculent aussi des chiffres dont on ne connaît pas l'origine ni la qualité. Récemment, un article des Échos titré « Migrants qui... » On entend très mal. Ah, pardon. Plus près. Bon, alors je vais me prendre plus près. Récemment, un article des Échos titré « Migrants climatiques, ce tsunami qui touche aussi l'Europe ». Alors, je voudrais revenir d'abord sur 2 niveaux d'analyse qui ont été déjà évoqués, notamment par François Héran, qui est ce lien entre changement climatique et événements extrêmes et le lien entre événements extrêmes et déplacement. Le lien entre changement climatique et événements extrêmes, tout dépend de ces événements, s'ils sont des événements de type continu, comme peut être une désertification, et des événements que l'on peut considérer comme discontinus du point de vue de la mobilité, comme des méga-feux ou des cyclones. La question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure le changement climatique accroît l'intensité des événements extrêmes et leur fréquence. Alors pour certains phénomènes, on le sait, c'est évident, pour les canicules, pour les méga-feux. Pour d'autres phénomènes, c'est moins clair, notamment la question des cyclones, c'est toujours un peu discuté. Le lien entre, au 2e niveau, le lien entre événements extrêmes et déplacements, tous les événements extrêmes n'entraînent pas des déplacements de même intensité. Et là, il faut rentrer dans la diversité des événements extrêmes, que ce soit des cyclones, des inondations, des sécheresses, des canicules, par exemple. Une canicule n'entraîne pas une vague migratoire. Elle peut l'entraîner localement, mais pas à une grande échelle. Et ce qui intervient aussi beaucoup dans cette question, c'est le niveau de développement des pays, puisque les mesures d'atténuation qui peuvent être prises dépendent du niveau de développement de ces pays. On le voit avec le tsunami de 2011. Le Japon a pu lancer des travaux gigantesques pour faire face à la montée des eaux. Tous les pays du monde n'ont pas cette capacité. Il importe aussi de bien caractériser le phénomène lui-même. Quand est-ce qu'un déplacement devient une migration ? Et là, on est souvent tenté de faire le parallèle avec les migrations internationales, mais il me semble que la migration internationale, on la définit comme quelqu'un qui vit en dehors de son pays de naissance, donc c'est une définition simple. On ne peut pas trouver une définition simple de la migration, du déplacement, à partir de quel moment un déplacement devient une migration. On constate des situations où le départ entraîne une migration, comme dans la Corne de l'Afrique, donc liée à la désertification. Et puis, dans d'autres situations, le départ s'accompagne d'un retour. Un bon exemple, c'est l'ouragan Katrina aux États-Unis. Donc, les gens sont partis, mais tout le monde ne revient pas. Et la communauté blanche est revenue beaucoup plus que la communauté noire, du fait que la population noire, qui a été la plus touchée par le phénomène, a peu bénéficié de compensation et donc n'a pas eu les moyens, ou a eu moins les moyens de revenir. Alors, sur le phénomène déplacement, enfin sur la mesure des déplacements, parce qu'il y a toujours une question de mesure qui est derrière, il est intéressant de citer l'exemple justement de Katrina, où il y a une carte qui est extraordinaire, qui est la carte des États-Unis en fonction des lieux où ont été demandées les indemnisations. Donc ça donne une idée des déplacements des populations en lien avec la catastrophe, à partir d'où ils étaient après la catastrophe. Mais ça, c'est une image instantanée. Si on refaisait l'image 6 mois plus tard, beaucoup de gens seraient revenus. Donc on est dans des situations, dans des cas de déplacement et pas de migration proprement dite. Alors, ce parallèle entre migration internationale et migration climatique, il faut aussi l'analyser en termes de stock et de flux. Ce qui revient aussi à cette notion de déplacement et d'aller-retour.
Si on regarde les flux liés aux catastrophes naturelles en 2022, selon les données de l'IDMC, qui a été cité par François Gemène, on arrive à un total de l'ordre de 33 millions, 32,6 millions. C'est l'estimation des flux migratoires liés à des événements climatiques. Et si on regarde le stock, en fin d'année, il est de l'ordre de 9 millions. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de déplacements qui se sont accompagnés de retours, alors que dans le cas des migrations internationales, les déplacements entraînent beaucoup moins de retours. Et donc les logiques des migrations internationales et des migrations climatiques ne sont pas les mêmes. L'effet diaspora, par exemple, n'est pas du tout le même. Moi, j'ai analysé je fais une enquête au Pendjab sur les migrations internationales. Il y a des effets, et c'était les populations les plus riches qui migraient, parce qu'elles avaient un statut, elles étaient attirées par la vie dans les pays les plus développés. Alors, un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est celui de la résistance à la migration, qui est lié à différents éléments. D'une part, à l'attachement au lieu, et ça on l'a très bien vu après le tsunami de 2011 dans des enquêtes. L'acceptation du risque, par exemple, les pêcheurs de Banda Aceh, quand on a voulu définir une zone de sécurité le long de la côte, ils n'ont pas voulu parce que leur bateau était là, ils voulaient être près de leur bateau. Il y a une dimension stratégie familiale et à cet égard, il y a des migrations antérieures qui permettent de ne pas migrer du fait des transferts possibles en période de tension et de choc climatique. Et puis, il y a l'adaptation possible par des mesures de protection. J'ai personnellement mené une enquête depuis quelques années en Inde, dans le golfe du Bengale, après le passage d'un cyclone qui est particulièrement mortel, un super cyclone qui avait des vents de plus de 250 km/h. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait aucune migration qui avait été liée à cet événement. En fait, il y avait eu la dimension adaptation était la dimension dominante, avec la construction d'abris anticycloniques, avec la modification de l'habitat des maisons en ciment, un système d'alerte qui est très très développé, la mise en place d'un réseau de volontaires à l'échelle locale sensibilisant les populations, et toute une commémoration de cette catastrophe qui maintient la sensibilisation de la population. Et ce qui fait que le passage des nouveaux cyclones par la suite a entraîné très très peu de décès. Donc il y a cette dimension qui ne doit pas être sous-estimée. Et puis enfin, pour terminer, je voudrais juste dire quelques mots sur la notion de statut. Quel pourrait être le statut d'un migrant climatique? Alors déjà, il faut pouvoir définir la frontière entre une migration économique et une migration écologique. D'autre part, il faut tenir compte du fait que des personnes peuvent être prises dans le piège de la pauvreté et donc ne pas se déplacer. Et alors, celles qui se déplaceraient bénéficieraient d'un statut alors que celles qui resteraient ne pourraient pas en disposer. Et il y a la dimension interne des migrations qui a été évoquée tout à l'heure aussi, qui complique le jeu, puisque les critères pour définir quelles sont les populations cibles sont difficiles à définir, et de quel statut il pourrait s'agir. Mais ça, je pense que c'est vous qui pourrez me le dire. Merci. Oui, bah alors en effet, si on se place, merci beaucoup pour ce panorama qui insiste beaucoup sur la diversité des dynamiques à l'œuvre, y compris sur les situations de non-migrants, de non-migration, qui sont tout aussi importantes. Évidemment, l'objet même d'une journée comme aujourd'hui, c'est migration et changement climatique. On laisse donc d'une certaine manière automatiquement dans l'ombre la question des non-migrants ou des personnes qui, justement du fait du changement climatique, disposeraient de moins de ressources et donc de moins de chances de pouvoir migrer. Or, évidemment, ces gens-là doivent également être protégés, donc du point de vue des États, du point de vue de leur responsabilité de protéger. Comment est-ce qu'on peut penser des mécanismes qui permettraient à la fois de protéger les personnes qui se déplacent et celles qui ne se déplacent pas, mais les deux étant d'une certaine manière également affectés par le changement climatique. Donc je me tourne vers vous, Marine. Plutôt dans une perspective de politique publique et de cadre juridique, François rappelait cet éternel serpent de mer d'une éventuelle nouvelle catégorie que beaucoup d'acteurs appellent de leur vœu depuis fort longtemps, qui viendrait compléter d'une certaine manière le duo migrants économiques réfugiés. Évidemment, on se rend bien compte à la lumière de la diversité dont on vient d'entendre parler que cette
proposition est très largement, me semble-t-il, illusoire. En même temps, il faut tout de même rappeler que les États ont une obligation de protéger les personnes déplacées, à la fois à l'intérieur de leur propre territoire et dans les cas de déplacement transfrontières. Et par ailleurs, ils ont également une obligation de protéger les populations affectées par le changement climatique, mais qui ne pourraient donc pas se déplacer. Donc comment est-ce qu'on peut rebondir de ce point de vue-là, non pas en se plaçant du point de vue des dynamiques, mais du point de vue des États et des outils juridiques, des cadres normatifs qu'ils mettent en œuvre pour traiter ce genre de problématiques. Merci beaucoup pour cette intervention, et puis cette invitation. Alors je vais revenir peut-être dans un premier temps sur pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur la question du statut de réfugié, pourquoi est-ce qu'on parle de réfugiés, de déplacés, de migrants. L'historique de l'avènement de cette réflexion-là, elle vient essentiellement d'un champ sécuritaire, d'un champ de la défense, puisque dans les années 70, on a pour la première fois des services de renseignement du Royaume-Uni, des États-Unis, qui s'interrogent sur les effets de la dégradation de l'environnement et des catastrophes écologiques sur les déplacements forcés de population. Dans un deuxième temps, on a le très célèbre rapport du PNUE, du chercheur égyptien El Inaoui, qui a théorisé pour la première fois des projections sur le nombre de millions de personnes déplacées en raison des dégradations environnementales. Et donc c'est à partir de là qu'on a une prise de conscience dans le milieu onusien, donc le PNUE notamment, et puis après d'autres organisations internationales comme le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, qui ont été amenées à se positionner sur la question. Donc ça me paraît important de rappeler ce premier état de fait, puisque s'interroger sur la création d'un statut de protection des déplacés climatiques ou environnementaux, c'est aussi intégrer le fait qu'on a vu comme un danger sécuritaire, un danger pour la souveraineté des États aussi, cette thématique. Dans les années 90, la question des migrations arrive, liée au changement climatique et aux dégradations environnementales, arrive dans la sphère des négociations. Alors, d'abord dans la sphère onusienne environnementale et puis plus tard dans la sphère des négociations climatiques. Et on observe une grande difficulté à mettre un cadrage, ou en tout cas à faire rentrer cette thématique-là dans le cadrage juridique existant. Je m'explique. Le droit international des réfugiés a été sanctuarisé, ou en tout cas fondé sur la Convention de Genève de 1951, qui, lorsqu'elle a été écrite, répondait à des objectifs de régulation des personnes déplacées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait un impératif de trouver des protections pour les personnes qui cherchaient l'asile pour des raisons politiques essentiellement. Et puis après, on a eu un élargissement des critères liés aux persécutions, orientation de genre, religion, ethnie, etc. Mais donc la Convention de Genève, elle répond à un contexte historique très anthropocentré, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qui répond à des enjeux géopolitiques certains. Dans le droit international des migrations, on n'a pas de texte équivalent à la Convention de Genève qui permettrait de chercher un statut protecteur. On a un ensemble de textes qui se superposent. On peut parler de la Convention de protection des travailleurs migrants de 1990, mais qui est finalement assez inopérante par les États. On peut parler du pacte de Marrakech, plus récemment adopté en 2018, mais qui est aussi relativement peu efficace dans son application par les États. On le voit aujourd'hui avec la crise migratoire dont on parle beaucoup dans la sphère médiatique. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas forcément dans le droit international de la migration qu'on peut aller chercher un statut protecteur. On a ensuite un autre espace de gouvernance possible, c'est celui de la gouvernance des risques naturels. Dans les années 80, on assiste à une environnementalisation de l'assistance humanitaire, c'est-à-dire que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté plusieurs résolutions successives pour porter une assistance humanitaire aux personnes déplacées par des catastrophes naturelles. Et donc c'est potentiellement par ce prisme-là qu'on pourrait aller chercher aussi un nouveau type de protection. En tout cas, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on fait face à trois catégories, déplacés, migrants, réfugiés, qui sont toutes relativement peu opérantes pour répondre à ce défi de protection, qui ont tendance à se mêler. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le HCR ne peut pas répondre aux enjeux de protection des personnes qui demanderaient l'asile pour des raisons environnementales, parce que l'article 1 de la Convention de Genève est très strict en la matière, et parce qu'on a aujourd'hui très peu de marge de manœuvre dans les facteurs d'élargissement des critères de détermination du statut de réfugié. Je prends par exemple tous les travaux qui ont été menés sur le droit à l'assistance écologique, sur la persécution d'origine environnementale. Il serait très délicat aujourd'hui pour le HCR d'aller dans cette voie-là et d'assurer un statut protecteur sur ce fondement. En tout cas, ce serait relativement peu faisable d'un point de vue politique et d'un point de vue des ressources humaines aussi en interne du HCR. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu mentionnais
le pacte de Marrakech, donc le Global Compact, le pacte sur les migrations qui a été adopté en 2018, sauf erreur, par les Nations Unies, donc un instrument de soft law, de droit mou, normatif mais non contraignant, qui cherche à établir un cadre pour les migrations internationales, intergouvernemental au niveau multilatéral. Je me souviens qu'en regardant le making-of de ce pacte, puisqu'en même temps les États négociaient un pacte sur l'immigration et un autre Global Compact pour les réfugiés, donc il y avait un double processus. C'était assez intéressant. Les Nations Unies ont lancé à la fois un processus commun et séparé sur la question, c'est-à-dire qu'il y avait deux pactes distincts, mais les deux pactes d'une certaine manière étaient pensés dans la même dynamique, donc il y avait à la fois une passerelle et une différence entre les migrants et les réfugiés. Et en regardant un peu le making-of de ces deux pactes, c'est intéressant de voir que la question de l'environnement et la question des migrants ou réfugiés environnementaux s'est posée, et les États se sont dit, mais on les met où? On les met dans le pacte sur les migrants ou le pacte sur les réfugiés? Et en fait, au bout du compte, si je ne me trompe pas, ça a été mis dans le pacte sur les migrants, parce que le fait de le mettre dans le pacte sur les réfugiés aurait introduit l'idée que peut-être ça relevait du hard law, enfin, du droit de la Convention de Genève que tu viens de rappeler, mais qui exclut pour l'heure la question des migrants environnementaux. Et en même temps, le fait de placer cette catégorie dans le pacte sur les réfugiés aurait créé une ouverture d'une certaine manière qui aurait permis de reformuler le droit d'asile sur des bases peut-être un petit peu différentes de celles qu'on connaît dans la Convention de Genève. Donc effectivement, c'est assez intéressant de voir cette ambivalence qui est tout à fait concrète, et c'est intéressant de voir ce que tu dis, que d'une certaine manière, ce n'est pas les instruments sur les personnes qui bougent, les migrants ou les réfugiés, où on peut trouver de la protection, mais c'est dans d'autres instruments d'une certaine manière annexes. Et donc effectivement, peut-être, je ne sais pas, Jacques, si vous voulez peut-être rebondir sur cette question-là, enfin surtout aussi quand même dans un contexte, il faut quand même peut-être rappeler qu'on est dans un contexte qui a vu ces dernières années le retour, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu de départ, mais quand même le retour des vrais réfugiés de la guerre avec la Syrie et avec l'Ukraine aujourd'hui, donc dans une situation où peut-être le contexte que tu rappelais était un contexte parfois peut-être plus optimiste, où on se disait que les prochains déplacements seraient peut-être davantage liés au climat qu'au conflit, parce qu'on on avait peut-être une perception des conflits et des réfugiés comme étant quelque chose qu'on pouvait peut-être mieux maîtriser, mais très clairement c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, et en même temps on sait aussi, si on suit les débats sans fin sur la politique migratoire en France par exemple, que cette notion de migrant économique revient sans arrêt. Donc comment est-ce qu'on pense l'articulation de ces différentes réalités, dans la mesure où effectivement on voit bien qu'il n'y a absolument aucun accord, ni national ni international, sur comment on pense cette articulation de ces différentes catégories, ces différentes raisons, ces différents motifs de déplacement. Moi je voudrais revenir, en fait ça répond pas. C'est lié à la question des déplacements internes. Et est-ce qu'on peut concevoir des mécanismes, et je ne vois pas trop quels mécanismes on pourrait mettre en jeu pour des déplacements internes, parce que ça suppose une qualification du mouvement, enfin du déplacement, qui est quand même relativement arbitraire, en tout cas, et difficile à définir. Oui, alors peut-être brièvement pour répondre à cette question, on peut parler des principes directeurs pour la protection des personnes déplacées internes de 1998, mais qui ont été relativement peu opérants. Alors, il y avait beaucoup d'espoirs qui ont été fondés dans l'application de ces principes directeurs, aussi parce qu'on était sur des principes mous, donc qui s'appuyaient sur la bonne volonté des États. Donc ça laissait à la fois beaucoup de latitude d'un point de vue diplomatique, et puis en même temps, ça avait assez peu de force contraignante, de fait. On peut relever quand même un regain d'intérêt de la communauté internationale pour la question des déplacements internes liés aux enjeux climatiques et environnementaux. On a eu la nomination d'Andrew Piper en 2021 par le secrétaire général des Nations Unies pour travailler spécifiquement un programme d'action sur les déplacements internes. Donc ça va peut-être aussi avoir une portée diplomatique dans le futur. Autre élément, à travers la protection des déplacements internes, on peut interroger, je pense, 2 points. On peut interroger la responsabilité de l'État de réinstaller sa population après des catastrophes naturelles. Et donc là, ça interroge aussi beaucoup de choses dans l'application des droits humains, dans les processus de réinstallation planifiée des populations. Il y a énormément de travaux qui ont été réalisés là-dessus, notamment par Jane McAdam, qui pointe les dérives et l'absence d'éthique de certains programmes de réinstallation quand ils sont menés par les États, mais aussi quand ils sont délégués à des opérateurs privés, notamment des banques de développement. Donc voilà, il y a des travaux qui ont été menés là-dessus dans les Fidji qui sont vraiment très pertinents et qui doivent aussi être une source de préoccupation, je pense, parce qu'on sait qu'on ira vers la réinstallation planifiée de population. Et une autre question de droit qui est en train d'être pointée par notamment la chercheuse Sabine Lavoral qui travaille à l'université Grenoble-Alpes, c'est la responsabilité de prévenir les catastrophes
catastrophes, et donc dans une certaine mesure de prévenir, enfin de mettre en place suffisamment de dispositifs relatifs à la prévention des risques et des catastrophes pour limiter les déplacements de forcés de population. Donc ça aussi c'est intéressant à voir parce que on est vraiment dans cette approche préventive qui est le corollaire aussi, à mon sens, et ce dont on ne parle pas assez, la question du statut des personnes déplacées. En fait, pour parler des personnes déplacées, il faut aussi parler des personnes qui n'ont pas encore été déplacées et qui pourraient éviter de l'être. Et donc ça nous renvoie aussi à tous les espaces de gouvernance des risques, le cadre de Sendai, le cadre de Yogo, et évidemment la plateforme PDD dont parlait François Gémen ce matin, qui sont des espaces majeurs pour prévenir aussi des déplacements mal contrôlés et donc très violents pour les populations concernées. C'est intéressant de rappeler effectivement ce cadre un peu développementaliste, puisque effectivement quand on regarde l'histoire des déplacements de population, on voit que littéralement des millions de personnes ont été déplacées par leur État, par le gouvernement, de façon planifiée entre guillemets, notamment pour des raisons de développement. Les constructions de barrages, par exemple, déplacent littéralement des centaines de milliers de personnes en l'espace de quelques années. Et donc, effectivement, d'un certain point de vue, il y a une forme d'historique qu'on a tendance un peu à oublier parce que peut-être ces méga-projets sont un petit peu passés de mode. Mais en même temps, les États ont un savoir-faire. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de savoir-faire parce que, comme tu le rappelles à juste titre, c'est extrêmement déstructurant pour les populations et très souvent, effectivement, le coût humain, social est extrêmement élevé. Mais en même temps, il y a un savoir-faire. Il y a une tradition, en tout cas, de déplacement des populations à très grande échelle, en tout cas au niveau interne, qui est très largement, en fait, d'une certaine manière, négligée aujourd'hui. Et sur quel stade, effectivement, on ne peut pas tenter de tisser des liens, d'une certaine manière, entre ces différentes politiques, parce que les politiques, c'est quand même un peu du cumulatif. On revient sur des choses qu'on savait faire, d'une certaine manière. C'est un peu la notion un peu générale de path dependency. On revient toujours un peu aux solutions qu'on connaît. Et donc, jusqu'à un certain stade, effectivement, jusqu'à quel stade on peut faire des analogies de ce type, puisque, effectivement, alors, si on fait exception des grandes catastrophes soudaines, mais une bonne partie, me semble-t-il, des personnes déplacées par le climat aujourd'hui relèvent potentiellement de programmes de réinstallation. On peut penser à l'élévation au niveau de la mer, par exemple, ou à la désertification, qui sont des phénomènes relativement continus et planifiables, ce qui permet donc, en principe, comme tu le disais, mettre en œuvre non seulement un programme de réinstallation, mais aussi un devoir de protection de la population. Si on estime qu'un territoire n'est plus vivable à l'horizon XY, l'État a non seulement la possibilité, mais aussi, pourrait-on dire, l'obligation, me semble-t-il, de prendre le taureau par les cornes, si vous me passez l'expression, et de déplacer cette population. Et évidemment, le problème est que ce déplacement peut créer plus de problèmes qu'il n'en résout, parce qu'il peut affaiblir les populations, puisque l'absence de concertation et le caractère potentiellement assez top-down, violent de ce type de politique peut créer de nouveaux problèmes qui, effectivement, d'une certaine manière, sont peut-être encore moins souhaitables que les premiers problèmes qu'on cherchait à résoudre. Mais je ne sais pas si, d'un point de vue démographique, d'un point de vue de déplacement de population, chez quel stade on peut essayer de tisser des liens justement qui dépasseraient, d'une certaine manière, le débat actuel focalisé sur le changement climatique et qui l'ancrerait davantage dans une perspective environnementale, peut-être plus long terme. À cet égard, il y a deux choses qu'on pourrait citer. C'est d'une part le programme de transmigration en Indonésie dans les années 70. Donc il y avait l'idée que Java était surpeuplé et qu'il fallait envoyer les populations dans les îles environnantes. Et en fait, ce programme n'a jamais marché. Donc c'était un espèce de programme environnemental d'une certaine façon, parce que c'était lié aux trop fortes densités à Java. Et Java, en plus, une ville qui s'enfonce. Donc vraiment la question est urgente. Mais finalement, ça n'a jamais vraiment marché. Il y avait des gens qui partaient parce qu'ils avaient une prime et revenaient. Et le deuxième point... Je comprends bien. Oui, quand on pense migration climatique et événements extrêmes, on pense Sahel, on pense certaines régions du monde, mais il faut voir aussi que la population vulnérable, c'est la population urbaine et que les très grandes villes sont sur les zones côtières. Et donc, une grande partie de la population exposée aux événements extrêmes est une population urbaine qui vit dans des pays développés ou des pays moins développés,
où les logiques sont très différentes. Et là, on va prendre des mesures d'atténuation, on va essayer de faire des digues, on va essayer de faire des choses. Et donc, derrière, il y a quand même des logiques qui sont très différentes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de distinguer les événements eux-mêmes et de ne pas avoir une vision trop... alors, je n'allais pas dire globale, parce que je pense qu'il faut avoir des visions globales, mais trop... qui ne détaillent pas suffisamment. Et je voudrais revenir sur un petit point, ça a été évoqué tout à l'heure, le global. Je pense que c'est important d'avoir une vision mondiale, et global pas au sens anglais qui est finalement du mondial, mais global au sens interaction entre les phénomènes. Et je pense que ça, ce à quoi on se heurte tout de suite dès qu'on travaille sur les questions environnementales, c'est à la complexité. C'est que quand on a une mesure qui paraît bien, ben finalement on s'aperçoit 10 ans après qu'elle n'était pas bonne parce qu'il y a eu des effets, des interactions, des feedbacks qui ont été négatifs. Donc cette prise en compte de la complexité rend plus difficile les mesures politiques parce qu'il faut être vraiment sûr que c'est bien ce qu'on propose. Oui, alors peut-être une dernière remarque, question, avant qu'on ouvre les questions pour la salle. Tu rappelais, Marine, effectivement, le contexte quand même sécuritaire dans lequel est né l'objet même de notre journée d'aujourd'hui. Enfin, c'est toujours intéressant de faire une espèce de généalogie des questions qu'on se pose aujourd'hui et de voir d'une certaine manière dans quel contexte elles sont nées. Donc tu rappelais effectivement qu'il y avait une anxiété venue vraiment des services, disons, de sécurité, vraiment sur cette question du changement climatique. Et donc d'une certaine manière, on est les lointains descendants des gens qui, d'une certaine manière, ont aperçu le risque de déstabilisation des sociétés par le biais des déplacements de population qui auraient pu occasionner le changement climatique. Et je me disais peut-être aussi en parlant justement de cet exemple de Java que tu mentionnes qui ne fonctionne pas du tout, et en rappelant peut-être les propos de François Gémen ce matin qui disait d'une certaine manière que tout ce débat était parfois imprégné d'une forme de xénophobie assez évident. Je veux quand même poser la question, enfin si on arrive peut-être à relier ces différents fils, il me semble quand même que le débat grosso modo concerne surtout les pays dits du Sud, les pays moins développés. Tous les standards et tous les exemples qu'on a mentionnés, grosso modo, s'appliquent à des pays moins développés, où sans doute les standards en termes de protection de la population sont inférieurs. Enfin, on voit ça dans les grands déplacements de population, où en gros on prend des gens qui souvent n'ont pas forcément un niveau culturel, une capacité de s'opposer aux initiatives qu'on prend. Donc je me demandais effectivement dans quel stade, alors je ne veux pas conclure sur une note trop pessimiste, mais en même temps, jusqu'à quel stade effectivement ce contexte-là, à la fois d'une certaine manière cette obsession qu'on a avec cette gouvernance des populations du Sud, étant entendu de façon un petit peu implicite que les gens du Nord certes sont affectés, mais bon, d'une certaine manière leurs problèmes seront résolus autrement. C'est donc cette obsession qu'on a avec la gouvernance des populations au Sud, cette anxiété sécuritaire / xénophobe qu'on a vis-à-vis des questions-là, et cette inflation un peu d'outils normatifs qui semblent protéger, mais en même temps souhaitent quand même aussi normer et gouverner les réponses des États. Jusqu'à quel stade, effectivement, ça nous autorise ou pas à être optimistes sur le futur de ces politiques migratoires en général et spécifiquement dans ce qu'elles s'appliquent aux personnes déplacées par le climat. C'est à toi, Marine, tu as 2 minutes. Ok, je vais faire une deuxième thèse peut-être pour répondre à ta question. Alors, je serais bien incapable d'apporter un constat. Pour être très honnête, moi, je termine ma thèse en étant particulièrement pessimiste. Mais je crois malgré tout qu'on a une porte de sortie. Bon, alors je reste dans le champ juridique parce que c'est ma discipline, mais à travers la question de la responsabilité des États et des entreprises. On observe depuis plusieurs années des contentieux qu'on appelle les contentieux climatiques qui dérivent directement de ce concept qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire d'imputer aux États, enfin de demander aux États de reconnaître leurs obligations de lutter contre les effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d'appliquer les mesures d'adaptation. On observe à travers certains contentieux, je pense à l'affaire Tetiota qui a commencé en 2015, à l'affaire Détroit de Torres de 2019, et puis plus récemment, et je conclurai là-dessus, une initiative menée par des jeunes des Fidji qui s'appelle Pacific Island Fighting Against Climate Change ou quelque chose comme ça, qui a demandé, donc qui s'est constitué en association de juristes, élèves, avocats, et qui a demandé en 2019 un avis consultatif à la Cour internationale de justice
à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a le pouvoir de demander cet avis-là. Donc, petite parenthèse, les avis consultatifs formulés par la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants. Néanmoins, ils peuvent marquer une orientation pour les États. Et donc, cette association de juristes des Fidji a demandé un avis consultatif à la CIJ en matière d'obligation des États pollueurs, donc historiquement les États industriels, de financer, d'indemniser les États vulnérables aux effets du changement climatique. Et donc je pense que c'est à travers cette émergence d'un mécanisme de responsabilité internationale qu'on pourrait trouver des formes d'amélioration, ou en tout cas, on pourrait arriver à donner davantage de moyens aux pays les plus vulnérables et les plus concernés par rapport aux effets du changement climatique pour être indemnisés, pour mieux se préparer, pour mettre en place des stratégies qui répondent aussi à des enjeux éthiques et des enjeux de dignité pour les populations. Je ne pense pas que le contentieux international puisse être une réponse à tout. Par contre, il est certain qu'en ayant un mécanisme de loss and damage ou un mécanisme de réparation internationale, on verra ce qui sera discuté pendant les négociations climatiques cette année de la COP28, mais en tout cas, ce sont des espaces qui peuvent, de façon indirecte, contribuer à une amélioration ou en tout cas à une prévention des déplacements forcés de population. Voilà, en tout cas, c'est ce dans quoi je veux nourrir un espoir. Oui, moi c'est une position de principe. Comme démographe, je refuse de sombrer dans le pessimisme, puisque quand on parle de démographie, c'est toujours pour annoncer des catastrophes. Donc je me suis dit, pour vivre une vie de recherche quand même pas quelque peu paisible, il faut rester un minimum optimiste. Mais la raison plus profonde de l'optimisme, c'est qu'à l'échelle locale, on voit quand même beaucoup d'initiatives, parce qu'on a un peu... François Gemène a trouvé que l'échelle locale, c'était pas bien, d'une certaine façon. Je ne partage pas tout à fait son avis pour les interventions. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent à l'échelle locale. C'est souvent difficile même de les connaître. Et elle montre qu'il y a une capacité des gens à s'adapter quand même et à anticiper. Et je trouve qu'il ne faut pas la sous-estimer, parce qu'on pense gouvernement, mais il y a aussi les populations. Et comme elles sont très sensibilisées à ces questions, elles font preuve d'imagination. Et ça conduit quand même à un minimum d'optimisme.